donne raison. Entre René qui était navire, tout ça, tout le monde lui donne raison. Il rencontre le ministre des Affaires le ministre de l'Outre-mer. Et bon, il dit, tout le monde, non, le haut commissaire a outrepassé les prérogatives. Donc, vous avez raison. Donc, il reprend l'avion jeudi soir. Il entre au Cameroun, il arrive, c'était des vols de nuit. Il arrive au Cameroun vendredi. C'est là, en son absence, il a même été décidé de déposer une motion à l'Assemblée pour faire tomber le gouvernement. Bon, c'est que le haut commissaire refuse de qu'il a formé, que l'on va le faire tomber. Et quand il amène son enquête, il se rend compte que les groupes parlementaires à l'exclusion sont déjà d'accord. Quels sont les groupes parlementaires qui avaient? Il y avait donc le sien, PDC, il y avait l'UC, ça s'appelait encore PDC, ça s'appelait démocrate, c'est le groupe des démocrates. C'est le parti qui s'appelait Parti des démocrates camerounais, qui est né à partir du groupe parlementaire. Et donc, il y avait les démocrates, le groupe des démocrates, donc le sien. Il y avait l'Union Cameroun, le groupe parlementaire d'Aïdjo. Il y avait les paysans indépendants, qui étaient les terres de l'Ouest, avec les ingénieurs Michel, les Kamajou Daniel et autres. Et il y avait ce qu'on appelle le groupe des 8, c'est le groupe des Sopor, des Assal, des etc., etc. Donc, tous les autres groupes, les 3 autres groupes sur les 4 qu'il y avait, étaient déjà d'accord pour le faire tomber. Il n'y avait que les démocrates qui étaient évidemment restés de son côté. Donc, il a compris que ça ne valait même plus la peine d'aller à la séance créer la motion de censure, puisque la majorité était déjà d'accord avant même la séance. C'est comme ça donc qu'il a rédigé sa lettre de démission et l'a portée au commissaire qui a appelé Aïdjo, et puis le 18 février, comme on le sait, il a été investi par l'Assemblée, il y a eu passation de service. Donc voilà ce qui s'est passé en matière de... Mais lorsqu'on remonte plus loin, d'abord dans l'immédiat, déjà au mois de janvier, je crois que c'était le 24 janvier, à Paris, le nouveau haut commissaire, parce que Jean Ramadier venait d'être nommé, a rencontré Aïdjo à Paris. Qu'est-ce qui s'était dit? C'était dit dans cette rencontre à Paris. Jean Ramadier, le nouveau haut commissaire, Aïdjo, numéro 2 du gouvernement, c'est-à-dire Premier ministre, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Deuxièmement, parce que Jean Ramadier était au commissaire à Conakry, Guinée. Quand Jean Ramadier vient au Cameroun pour remplacer Pierre Mesmer, qui est affecté ailleurs, je crois qu'il était affecté à Brazzaville, quelque chose comme ça, il devait être, oui, il est parti à Brazzaville. Que c'est Souka, il était plutôt parti à Madagascar, lui il était parti à Brazzaville comme au commissaire général, c'est-à-dire pour toute l'Afrique, l'AOF, l'Afrique équatoriale française. Il arrive, on envoie l'avion de commandement, c'était un petit avion, c'était un Dakota. Moi, j'avais Aïdjo s'en était servi après. L'avion, le petit avion, avait 2 roues devant et une derrière, là. Un DC-3. Donc, le DC-3 était parti de Yaoundé pour Conakry, et pour le ramener à Yaoundé. Et lui et toute sa famille. Curieusement, Ramadier est venu tout seul. Non seulement qu'il est venu tout seul, ensuite, il n'avait qu'un petit sac de voyage. Il n'avait même pas une vraie valise. C'est comme s'il venait en mission commandée. Donc, il arrive, et puis, donc, il y a eu cet événement. Mais peu de temps avant, ce qu'on saura, c'est qu'il avait déjà soudoyé les ministres en leur donnant à chacun 200 000 francs CFA pour qu'ils démissionnent. Bon, aujourd'hui, ça fait rire. Mais je dois vous rappeler que à l'époque, il coûtait 200 000 francs CFA. Oui, 200 000 francs CFA. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on est parlementaire quelque chose comme 20 millions à chacun d'eux. Ils démissionnent du gouvernement.
par les ministres pour qu'il démissionne du gouvernement. Et ça, c'est ce qu'on a su après. Et quand on remonte plus loin, pourquoi est-ce que la France a décidé d'être un bidon? Euh, on va raccourcir un peu. En fait, pourquoi c'est que Paris choisit? Lors des législatives du 3 décembre 1956, les fameuses législatives qui ont donc donné naissance au gouvernement camerounais, euh, le groupe de Mbida, les démocrates, avaient obtenu le groupe de Haï, donc là c'était tout le nord, jusqu'à Koussi. Ça s'appelait à l'époque Fort Fourreau. Ils avaient 30, bon évidemment c'était la moitié Cameroun. Euh, les ans indépendants, donc l'Ouest, a obtenu 9 élus. Et le mouvement d'action nationale, le groupe de 8 élus, là c'était un mélange des petits, beaucoup plus de, vous voyez. Et il y avait des gens comme, comment on l'appelle, Beto quoi. Non, 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 là, et puis même au Kala. Donc, logique, on se serait attendu, si on prenait la classique des parlementarismes, il devait être désigné dans le groupe militaire. Donc, l'UC est un groupe vraiment brillant. D'abord, beaucoup d'élus mais pas une grande formation intellectuelle. Ça, c'était un handicap. Deuxième, euh, le parlementaire. Bon, c'est quelqu'un qui avait toujours été élu par le soutien de l'administration coloniale. C'est-à-dire, il avait élu au soutien du préfet de l'époque là-bas, qui a même écrit tout un livre là-dessus. En 56, même chose, c'est la mission coloniale qui a vraiment fait en sorte que Haïti soit élu. Bon, et troisièmement, à l'Assemblée à Paris, quelqu'un qui brillait. Il y a par exemple le livre que Kobi et le directeur de cadre ambassadeur, tout ça, maire de Douala, écrit, intitulé Les doigts noirs. Là-dedans, il révèle qu'il a une réputation à l'OTC à Paris, où il descendait toujours le parlementaire camerounais le plus jeune et le plus paresseux. Euh, et maintenant, donc, j'en ai parlementarisme. Il a été député de la France, député du Cameroun à l'Assemblée nationale française. Denis Aïdjo était membre de l'Union française, membre de l'Union de l'Assemblée, membre de l'Assemblée de l'Union française, un peu comme l'Assemblée de l'Union africaine qui est en Afrique du Sud. C'était une sorte de consultative. Les membres de l'Assemblée de l'Union française n'étaient pas eus. Ils étaient désignés par les parlements locaux. Donc, il était un parlementaire à Paris, pas qu'il avait été élu pour représenter le Cameroun à Paris, mais simplement parce que c'était le Cameroun l'a désigné, ils étaient trois. Donc, le Cameroun l'a désigné pour le compte du Nord. Vous voyez? Donc, il n'avait pas, comment dire, le rayonnement qui l'a fait estimer que ce type, bon, d'accord. En guise de compensation, c'est que, quand il avait le groupe parlementaire le plus important, on l'a désigné, Pierre Mesmer en a fait vice-ministre chargé dans le numéro 2 du gouvernement. Et ça tombait bien parce qu'il était du sud chrétien et Aïdjo, du nord et musulman, ça c'est bien. Donc voilà comment Mbida est premier ministre. Bon, on va passer à temps. Mais tout de suite, un bruit s'est fait entre Mbida et les Français. De quelle manière? Mbida se connaît comme un premier ministre. Que lui, ce n'est pas un homme de parade. Non, il est premier ministre. Il est premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il décide que, le Cameroun va avoir son hymne. Lui qui a choisi au Cameroun berceau de nos ancêtres,
comme hymne du Cameroun. Or, c'était un chant qui était interdit par l'administration. Si vous le chantiez, vous alliez en prison. Bimbida décide de donner le Cameroun, doter le Cameroun d'un hymne. Ça vous paraît anodin aujourd'hui, mais je vais vous montrer que ça ne l'était pas. Quoi? C'était le seul territoire français d'Afrique qui s'était doté d'un hymne avant la proclamation de l'indépendance. Je dois vous rappeler que des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon, comme d'abord Léon Balu, Gabon n'a pas besoin d'hymne. On s'en passe. C'est De Gaulle qui lui dit, moi le camp, on va vous composer. Au Congo-Brazzaville, il composé l'avant-veille. C'était un Français qui animait un cabaret là à Brazzaville. On leur dit, mais ces individus-là, on va déjà leur donner accorder l'indépendance. Ils n'ont même pas d'hymne. Compose tout rapidement un machin là. Le Français a pris son accordion, il a créé une musique comme ça, etc. J'ai même pu, lorsque Sékou Touré dit à De Gaulle en 1958, il n'a toujours pas d'hymne. Vous voyez? Donc, le Cameroun, lui, il a eu un hymne avant même qu'on parle d'indépendance. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi c'était un affront phénoménal. Premièrement. Deuxièmement, Mbida décide de doter le Cameroun d'un drapeau. Ah bon? Même chose. C'était le seul territoire colonial français à s'être doté d'un drapeau avant l'indépendance. Par exemple, lorsque Sékou Touré proclame son indépendance en nom, il a même l'écharpe bleu, blanc, rouge sur la poitrine. C'est vous dire. Mbida, lui, il décide de doter le Cameroun d'un drapeau de front insupportable pour la France. Et pourquoi est-ce qu'un Mbida décide de doter le Cameroun d'un drapeau? Il y avait une résolution en 1949 à l'Assemblée générale des Nations Unies, des conseils de tutelle, qui disait que dans le territoire tutelle, comme au Cameroun, il doit flotter le drapeau des Nations Unies. Celui-ci doit flotter. Deux, donc au Cameroun, le drapeau des Nations Unies devait flotter. Deux, dans les tutelles, le pays tutélaire, le pays qui a tutelle, son drapeau devait également flotter. Et trois, le territoire lui-même, s'il disposait déjà d'un drapeau, ce drapeau devait également flotter. Donc, au Cameroun, il devait avoir sur le public, c'est-à-dire dans les préfectures et autres, il devait avoir trois drapeaux. Le drapeau des Nations Unies, le drapeau français, deux, et le camerounais. Bon, le drapeau, ou tout au moins le drapeau que l'UPC avait choisi en 1950. Mbida ne pouvait pas le prendre parce que l'UPC, et puis il était en bisbis avec l'UPC. Mbida ne pouvait pas le maquis, donc il ne pouvait pas le prendre. Et être trop provoquer les Français qui étaient en guerre contre l'UPC. Donc c'est Mbida qui décide le vert ou jaune. C'était un projet qu'il a déposé à l'Assemblée et on a vert ou jaune. Bon, il y a eu des débats. Je me rappelle qu'en lisant le débat parlementaire, j'ai découvert que parmi les amendements que les gens ont voulu apporter, par exemple, quelqu'un comme, je crois que c'était Kemajou Daniel, qui avait demandé qu'on mette le signe de chapeau. Bon, ça a été fait. Je crois que c'est Manga Mado qui a demandé qu'on mette un écrevisse. Donc, que le Camaro, donc on mette un écrevisse. Bon, ça a été également rejeté. On a gardé le vert ou jaune, comme un Mbida l'avait proposé. Vert qui représente la forêt, jaune qui représente la savane, donc la forêt au sud, la savane au nord, et rouge le pouvoir. Donc voilà la signification qu'un Mbida avait dans nos drapeaux. Et on a adopté cela. Ça a été voté à l'Assemblée. Et la devise paix, travail, patrie.
Bon, ça, ce sont des actes. Aujourd'hui, c'est rien du tout, mais en 58, en 57, parce que ça s'est passé au mois de novembre 1957. C'était une provocation que vous ne pouvez imaginer pour les Français. C'était une blessure. C'était une blessure. C'était un peu comme si aujourd'hui, les amazoniens élèvent leur drapeau et se mettent à leur placer dans leur service et autres, dans les bureaux. Vous voyez, nous n'accepterions pas ça. C'est le titre là même. Donc, lorsque les Français ont voulu protester, Mbidala a dit que, mais, déjà, vous-même, vous violez la résolution parce que, où est le drapeau des Nations Unies? Le drapeau des Nations Unies doit flotter à côté du vôtre. Et voici ce que dit la résolution. La résolution dit qu'il faut 3 drapeaux sur les Nations Unies, le vôtre et le nôtre. Bon, comme vous ne voulez pas mettre sur les Nations Unies, il n'y a pas de problème. Nous respectons la résolution, nous mettons le drapeau du Cameroun. Donc, la France était coincée, elle ne pouvait pas s'opposer. C'était une résolution des Nations Unies. Et vous voyez, la photo qui est devant la cathédrale, là où Mbida lève le drapeau camerounais. Est-ce que vous voyez ce que c'est que c'est un Français qui tient le drapeau? Mais c'était quelque chose d'insupportable pour les Français. D'insupportable. Voilà les choses qui ont précipité par. Et autre chose que l'on ne sait pas beaucoup, a pris le pouvoir à une période où l'administration était française. Toute l'administration en 57, vous imaginez? Bon, je veux pour que vous compreniez mieux. Moi, j'ai obtenu mon baccalauréat en 1915 au lycée Leclerc à Yaoundé. De la 6e en terminale, j'ai fait le lycée Leclerc, je suis entré. Bon, on a affecté mon père à Douai. J'ai fait le lycée Dios. Je suis revenu au lycée Leclerc. J'ai échoué au probatoire, on m'a renvoyé. J'ai fait le lycée Berthoua. J'ai passé le probatoire, je suis revenu au Leclerc. Là, j'ai passé au bac au lycée Leclerc. Est-ce que vous savez que de la 6e en terminale, je n'ai eu 3 professeurs noirs. L'université était française. Il y avait des Français partout. Je dois vous signaler, vous informer que le premier directeur de l'INGS, M. Hongas Siegfried, il est mort. C'était en 1973 à l'INGS. Le premier président du lycée Leclerc, noir, en 1974, M. Essounedou. Le lycée Dios, c'était plus tard, aussi, ou peut-être un an, ou même même année. Le professeur, quand j'y étais, c'était M. Le Goff, un Français. J'ai été hospitalisé à l'hôpital central en 1970, la rentrée scolaire 67-68. J'ai été hospitalisé. Tout le corps médical de l'hôpital central était blanc. Le médecin qui m'a soigné s'appelait Roussi d'Ortillon, c'était un colonel. Je vous dis, tout le Cameroun, moi là, je vous parle de l'histoire de 67, tout ça, machin. Imaginez-vous en 57. Tout était blanc. Donc, Mbida s'est retrouvé Premier ministre. Même son directeur de cabinet s'appelait Kouro. Kouro, il venait d'être chef de région de la Sanaga-Maritime. Chef de région à l'époque. Les régions à l'époque, c'était le nom des départements. C'est au mois de novembre 1909 que l'appellation a changé, que l'appellation département est arrivée. Avant, c'était les régions. Donc, on disait d'une thème région de ceci ou cela, ça voulait dire département. Il y avait la région de l'Union et Sanaga. C'est à peu près les temps de la province, de la région du centre aujourd'hui. Dans le Sanaga, il manquait simplement ce qui est aujourd'hui la Lekié, le nom est Kélé. Donc, le chef de région, le directeur de cabinet d'Mbida était un Français, M. Kouro. Bon, donc, voilà un Mbida qui se retrouve cerné par des loups, des gens qui disent, mais quel est ce type qui veut se prendre pour il se prend pour qui ce type-là? Et pire encore, je vous donne une autre information. Mbida, le nombre d'expulsés qu'un Mbida français, d'expulsion de Français que Mbida a procédé était non. Mbida a expulsé une bonne centaine de Français. C'était des gens extrêmement provocateurs. Moi, je me souviens le bâtiment qui était le Premier ministre. C'est là où il y a maintenant, ça qui est le ministère de la Santé, à Yaoundé, là, les arbres là. C'est là qu'était un petit machin carte-pente. C'était même du mépris.
le haut commissaire était dans le grand bâtiment, là, l'ancienne présidence, et le premier ministre, un petit machin, carte pente. Quand on passait dans la rue, on voyait même le premier ministre assis dans son bureau. Les passants voyaient le premier ministre assis dans son bureau. Bon, c'était des choses tellement vexantes pour nous. Donc, Mbida a supporté. Et il est arrivé un jour, Mbida est dans son bureau, un entre. Il ne se fait même pas annoncer au secrétariat. Il entre. Et il ouvre la porte. Mbida voit en français devant lui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il dit non, je suis venu voir le bureau de celui qui s'appelle Premier ministre. Mbida dit, mais qui y a? Et qui dans son nom? Mbida dit que, mais. Et le type avait des sandales aux pieds, une culotte et un haut. Mbida demande, mais vous êtes venu, vous êtes là, moi le Premier ministre, vous êtes en face du Premier ministre, est-ce que vous savez cela? Le Français dit, oui, oui, mais bien sûr. Mais je voulais vous voir dans votre bureau. Pourquoi? Il dit, non, 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 je passais dans la rue et puis je vous ai aperçu, puis je suis entré pour voir. Alors Mbida demande, mais est-ce que vous pouvez entrer comme ça au Premier ministère là-bas en France? Il dit non. Il dit, bon, Mbida dit que, mais pourquoi vous êtes en... Il dit, oui, mais vous n'êtes pas le Premier ministre français. Mbida, bon, dit que, bon, vous êtes l'avion de ce soir, voilà, expulsé. C'était des choses courantes que Mbida... Je vous donne un autre cas arrivé. Le marché central, c'était à l'époque là-bas en haut de Montée Anne Rouge. Montée Anne Rouge, c'était là. Vous voyez là où c'est écrit payer de francs. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. En tout cas, quand vous finissez de gravier la chambre de commerce se voit devant, le marché central était là à gauche. En fait, c'était le marché des Blancs. C'était le marché des Blancs. Et le marché des Noirs, c'était le marché Mokolo. Bon, la règle à l'époque était que les Blancs devaient faire les courses jusqu'à 11 heures. Les Noirs ne faisaient pas, les femmes noires ne venaient pas au marché. Seules les vendeuses, les femmes, celles-là venaient vendre leur vivre, le plantain, tout ce machin-là, jusqu'à la salade et tout ça. Jusqu'à 11 heures, c'était les femmes blanches, donc les Françaises, les Grecs, les Lyonnais, les Syriens, parce qu'il y en avait beaucoup au Cameroun. Les noms sont restés, les Tchékénis, les Maromatis et tout ça, les noms sont restés. Les Kyriakides et tout ça, les noms sont restés. À l'époque, Yaoundé était une ville blanche, Douala était une ville blanche. Donc, le marché, en haut là-bas, le marché central, était interdit aux Noirs jusqu'à 11 heures, aux Noirs de faire leurs courses. Bon, Marguerite Mbida, qui est quand même le Premier ministre, elle a cru qu'en sa qualité de Premier ministre, elle pouvait aller faire le marché avant 11 heures. Mal lui en... Mais les Françaises qui l'ont vu entrer ont appelé la police pour qu'on l'expulse. Elle a déclenché une bagarre pas possible. Voilà ce que les Français n'ont pas toléré. Elle ne veut pas réclamer la réglementation. On ne vient pas avant 11 heures. C'est parce qu'elle dit qu'elle est ministre. Vous voyez, des choses comme ça. Score. Ça s'appelait à l'époque Printemps. Maintenant, ça s'appelle Casino, je crois. Ça s'appelait Printania. Il fallait, quand vous faisiez la queue, il fallait laisser passer tout blanc avant vous, quand vous êtes un noir ou une noire. Madame Mbida fait la queue, et puis elle arrive devant les caissières étaient des Françaises. Moi, quand j'entrais au lycée, en 106, tous les caissières étaient des Françaises à Printania. Même chose lorsque j'ai été, mon père a été envoyé, j'étais au lycée Jos, même Printania qui était à Bonandia, à la poste, les caissières étaient françaises. Jusqu'en moi, c'était, je te dis, les caissières étaient des Françaises. Donc, à Printemps, Madame Mbida arrive à la caisse, la Française lui dit, pousse-toi, il y a des blanches derrière toi. Madame Mbida, non. La caissière lui dit, mais pousse-toi, il y a que tu essaies d'avoir les blanches qui sont derrière toi. Madame Mbida dit, non, 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 moi je suis comme la femme du Premier ministre. La dame lui dit, ah, affiche-moi le camp, qu'est-ce que tu m'appelles Premier ministre? Bon, évidemment, elle a copieusement rehaussé la femme. Ouais. Donc tout ça a outré les Français. Tout ça a outré les Français que M. Tiki lui-même est comme ça. Voilà des petites choses que l'on ne met pas toujours en avant. Et c'est ceux qui ont décidé que bon, ce type-là, on le dégage. Lorsqu'ils décident d'enlever un Mbida, c'est là donc qu'ils ont ce Jean Ramadier qui est venu vraiment mission commandée. Et il a fait tomber un Mbida.
Il a pris son avion et est rentré. Je vous dis, sa famille n'était même pas venue à Yaoundé. Sa femme et ses enfants n'ont même pas vu. Lui-même est arrivé avec un petit sac de voyage. Son quartier, comme il était devenu premier ministre. Donc, ils ont choisi Aïdou. Et c'est là, janvier 20 vient à Yaoundé avec déjà ça en tête. Virer Mbida, de mettre Aïdou au pouvoir. Voilà comment ça s'est passé. Et il vient donc dire que le Cameroun va accéder à l'indépendance. Pendant le Conseil des ministres, quand ça s'est fait entre Mbida et Jean Ramadier, Mbida lui a dit, vous les Français, vous êtes des vilains. Vous n'avez pas respecté l'accord de tutelle. L'accord de tutelle est que vous deviez former les Camerounais à l'indépendance. Vous devez les amener à l'indépendance. C'est-à-dire c'était vous nous voici maintenant, nous 58. Le premier bachelier camerounais, je crois de 56, 57, parce que Leclerc a été transformé en lycée en 53. Vous voyez? Donc, dans le second cycle. Donc, les premiers bacheliers, c'était en 50. Voilà. Il a dit, vous êtes là depuis 1916. C'est maintenant que vous commencez à peine à former les fonctionnaires. Vous n'avez pas rempli vos obligations. Vous êtes là seulement pour venir nous exploiter notre territoire, nous exploiter en tant qu'être humain dans les plantations de café et autres d'Eveya. Vous n'avez pas rempli vos obligations, mais vous voulez nous balancer une danse, on appelle ça, une indépendance de boy, où nous continuerons à être des boys. Toute l'administration est entre vos mains. Tout la préfectorale, tout ça est entre vos mains. Qu'est-ce que vous pense que le discours que vous venez de faire tout à l'heure là, on aurait pu en discuter d'abord, bien m'expliquer qu'est-ce que vous entendez par là. Vous venez parler à l'Assemblée et maintenant ici en Conseil des ministres, quand je vous demande des explications, vous vous fâchez. Donc, c'est le clash total entre Mbida et Jean Ramadier. Et Mbida avait 1000 fois raison. Je dis, moi j'ai vécu l'indépendance. L'indépendance est arrivée à Douala. Parce qu'on a affecté mon père à Douala en 59. J'ai vu le maquis, j'ai vu l'indépendance. Mais je vous dis, mais Douala c'était la ville des Blancs. C'était les Blancs à Douala. Mais il y a Blancs partout. Il y avait les Blancs. C'était une ville de Blancs. C'était comme en Afrique du Sud. Tout était blanc à Douala. Je me rappelle, à l'aéroport, l'ancien aéroport, l'avion partait toujours le soir pour la... Mais il fallait voir les blancs qu'il y avait à l'aéroport le soir. Une fois, mon père s'est créé, c'est même lui qui a créé la délégation à Douala en 59. You are leaving? Okay. So tomorrow. Okay. Donc, mon père allait à Yaoundé, obligé de prendre l'avion parce qu'il y avait le maquis. Il y avait le maquis, tout ça, c'était dur. Et plus d'une fois, lorsque nous partions l'accueillir, l'avion de France attendait de Yaoundé avec les passagers qui venaient de Yaoundé. Mais je vous dis qu'à l'ancien aéroport qui était là au Bois des Singes, je me rappelle une fois, m'a obligé de nous tenir debout parce qu'il ne pas qu'une négresse soit assise et pendant que les blancs sont debout. C'est des choses que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Donc, quand un bilan le problème que mais quelle est cette indépendance que vous voulez nous donner, c'est la tricherie, c'est que vous n'avez pas respecté vos engagements, vous les Français. Donc, c'était le clash. Et vous avez vu ce qui s'est passé. On peut apprécier, on peut ne pas apprécier la position de Mbida. Mais je vous donne une information que beaucoup de vous n'avez pas. Le Cameroun a été géré par la France de manière directe et les fonctionnaires français jusqu'à 1980. Oui. Dans tous les services français, partout. Jusqu'à 1980. C'est-à-dire que le travail de formation des cadres camerounais faire avant 60, ils l'ont fait après 60. Donc, il avait raison.
Les gens vont vous dire, ah, on était bien géré avant. Oui, toute l'administration était française. Toute l'administration, toute la réglementation, le palais de justice, je vais vous dire quoi. Toute l'administration était française jusqu'en 1980. Et pas seulement au Cameroun, au Sénégal, au Mali, partout. C'était comme ça. C'est que la France a mis à faire les cadres africains après l'indépendance. Donc, le problème que Canada était réel. Et on a vu ça a donné des régimes sous tutelle. C'est-à-dire que là ce n'était plus la tutelle politique, c'était maintenant la tutelle administrative. Ce sont eux qui ont tout fait, tout fait. Par exemple, les plans quinquennaux, c'est les Français qui les ont élaborés. Quand un étranger élabore un plan quinquennal pour vous, ça veut dire quoi? Il élabore un plan quinquennal pour ses intérêts. On va vous dire qu'il y avait les plans quinquennaux au Cameroun, premier plan, deuxième plan, troisième plan. Oui, mais les plans quinquennaux, c'était pour, ça correspondait aux besoins de Paris, aux besoins de la France. Donc, c'était un problème profond. Vous l'avez posé au commissaire que, mais qu'est-ce que tu racontes là maintenant? Maintenant, vous voulez vous sauver. Vous n'avez pas formé les gens. Vous n'avez pas formé les gens. Donc, voilà toute la monstre qui a que, bon, les Français ont dit, mais ce type, on doit le dehors. Et quand Aïdo arrive, bon, là-dessus, vous savez ce qui s'est passé. Ils ont mis en place un régime tellement répressif. Vous savez, quand j'entends les petits enfants parler aujourd'hui, parler de dictature au Cameroun aujourd'hui, je ris. Je dis, vous ne savez pas ce qu'on a vécu. Vous ne savez pas. Même les hôtesses de Cameroun Airlines émargeaient au Sénère. C'était terrible au Cameroun. Le régime que les Français ont mis au Cameroun. C'était terrible. Donc, voilà la chute d'un Bida. Voilà comment ça s'est passé, les causes profondes, le déroulement. Et bon, la suite, on peut continuer parce que ce n'est plus la chute d'un Bida. Par la suite, il a été arrêté, jeté en prison avec les Mahima Tibéi, des bébés au Kala. Bon, il en est sorti aveugle. Ils ont été condamnés à 3 ans, il en est sorti aveugle. Et il bébé, lui, il est même mort moins de 6 mois après cette sortie de prison. C'est Okala et Maï Mathieu qui sont sortis en santé. Il est sorti aveugle et puis il est mort en 1980. Ok, je crois que j'ai beaucoup bavardé. Si vous avez des questions, vous pouvez. Merci beaucoup. On va d'abord quand même mettre un tollé d'applaudissements parce que ça, pour moi, c'est un régal. Pour moi, c'est Merci beaucoup, merci beaucoup. Franchement, je suis, ouais. J'ai pas de mots. Je pense que tout le monde est à peu près comme moi dans ce live-là. Je ne vais pas beaucoup bavarder parce qu'il y a certains aînés qui sont sur le live qui souhaiteraient aussi poser des questions. Moi, je vais peut-être poser la question que vous avez déjà abordée. Pourquoi jusqu'ici, cette histoire-là, ce mérite-là n'est pas accordé à André-Marie Mbida? Est-ce que c'est un plan? Ou est-ce que des gens se sont assis pour taire ce pan de l'histoire? Bon, la réponse est multiple. Hein. D'abord, il y a eu la répression. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu sur Ido. Vous les petits, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est terrible sur Ido. Ah. Est-ce qu'on prononçait le nom d'Aïjo comme ça? Donc, je vous donne des choses concrètes que moi-même j'ai vécues. À la rentrée scolaire 74-75, donc l'année où moi je rentrais en terminale. Nous, à l'époque, la rentrée, c'était pas en septembre, hein, en octobre. Nous habitions Messa. Vous voyez le quartier Messa, la maison à étage, là. Quand vous venez, le premier bâtiment à étage, là, c'est notre maison. Je me souviens bien, le 13 septembre 1974, j'étais à la maison. Il y avait, donc, l'école n'avait pas commencé, pas encore commencé. Donc, il y avait une émission le matin qu'on appelle Bonne Fête. Le journaliste qui faisait ça, c'est bien fête, petit marron. Donc, il disait, aujourd'hui, 10 janvier, il y a eu ceci. Bon, tel machin, c'était les grands événements. Ensuite, maintenant, il passait aux bonnes fêtes. Attends, machin, bonne fête à Rosalie, machin. Bon, c'était comme ça. Donc, ce jour-là, moi-même, il dit, 1958,
13 septembre 1974, voici tant d'années que Oumia est mort. Ça a été un grand et tout et tout. Il n'a pas terminé l'émission. L'émission s'est coupée. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est après qu'on a su ce qui s'est passé. Fauchivé Sion. Fauchivé dans la voiture. Il a fait sortir. Il était l'enfer. On a suspendu le salaire de Ndiaye pendant 6 mois. Il a passé quelque chose comme 3 mois à la BMM. La BMM, à la prison de la BMM, c'était la seconde prison de Yaoundé, là, vous voyez, Konangui. Il y a une autre petite prison devant, là-bas, en face de l'école. C'était là-bas qu'on enfermait les gens. Il a tapé 3 mois pour avoir prononcé le nom de Oumniobé à la radio. Vous voyez. Je vous donne un autre exemple. Là, c'était Anis Noah, qui est journaliste, c'est ma camarade. Bon, lui, il avait fait les et c'est lui qui m'a raconté ça. Ils font une émission dans laquelle ça devait être ou Djibouti ou quel pays venait d'obtenir son indépendance. Et ils commettent l'imprudence de dire que c'est la fin du colonialisme français au Cameroun. Ah, l'émission s'est terminée. L'ambassadeur de France a appelé Aïjo, qu'est-ce que j'entends? Aïjo a appelé, c'était Dumba, Joseph Charles Dumba, qui était ministre de la communication, ministre de l'information, comment dire la Dumba a pris lui-même sa voiture. Il est venu à l'ancien radio Yaoundé, parce qu'on n'avait pas encore de télévision. Il a infligé des gifles aux journalistes et il était venu avec la police. On les a pris, on est allé les enfermer. Dani Senoa vit toujours. Pour ceux qui le connaissent, allez lui demander. Il va mieux vous raconter cela. Il va mieux vous raconter cela. La France veillez, vous ne pouvez pas savoir. Je vous donne aussi quelque chose que j'ai vécu. Tekin Boumoua était ministre de l'Éducation nationale. Donc, il n'y avait pas encore le ministère de l'Enseignement supérieur. Non, le ministre de l'Éducation nationale s'occupait de tout, donc le primaire, secondaire, supérieur, tout ça. Et il y a eu une promotion de l'école normale supérieure. Donc, était qui va délivrer des diplômes. Dans son discours, il dit c'est une bonne chose que qu'on ait de plus en plus de professeurs parce qu'ils vont remplacer la coopération. Bon. Bon là, je donne une information que vous n'avez pas honte, hein, que vous ne savez pas. Tous les cadres, d'abord à l'époque coloniale, tous les fonctionnaires coloniaux étaient payés par les impôts camerounais. Ceux cadres, ceux du machin, c'est-à-dire que la colonie devait s'autosuffire vraiment. L'autosuffisance financière. Donc, toutes les routes qu'on a conçues, les ponts, combien de routes, bon, combien de ponts, ben, enfin, le petit peu que la missionnaire a fait, tout a été. La preuve, c'est le pourri qui sont un peu âgés. On a inauguré le pourri en 1955. On a payé le pont du pourri jusqu'en 1970. Donc, il fallait rembourser l'argent parce qu'il avait été fait par le FIDES, Fonds d'investissement pour le développement social, FIDES. On a remboursé l'argent du pont de Bourg. On a remboursé l'argent du pont de l'ancien aéroport de Douala, tout ça. Donc, les coopérants qui venaient, c'était les travaux, même les commissaires, tous les ramadiers, les mesmets, tout ça, c'est nos impôts qui les payaient. Les médecins, tout, même les militaires, c'était nos impôts. Donc, lorsque l'indépendance arrive, les coopérants qui étaient là, les professeurs qui étaient là, les militaires, tous ces gens-là, tout ça, c'était un impôt. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que un professeur français de lycée qui enseignait à Dios, qui enseignait à lycée technique de Douala ou à Leclerc ou le CDI, tout ça en bas là, ils étaient payés par nous. Donc, et au salaire français. Donc, un professeur français coûtait presque 1 million de francs CFA.
au Camerounais, là où le professeur camerounais coûte 1000. C'est ce qui explique que Houphouët-Boigny avait fait venir beaucoup d'Africains chez lui. Parce que c'était le moyen, lui, de réduire ce coût. Toi, là, tu es quoi? Tu es congolais. Massamba ne veut pas de toi. Tu as quoi? Une licence de... Allez, hop, viens, je te prends au lycée chez moi. Ça revenait moins. Donc, le fait qu'on remplace les professeurs français, mais c'était un gain financier. Pas seulement les professeurs, même les cas, tout. Donc, quand était qui dans que c'est une bonne chose que les professeurs camerounais sortent de plus en plus pour remplacer les coopérants français. L'ambassade de France prend le téléphone, l'appelle. Il dit, je veux que cette île soit dans la semaine, il y a eu remaniement. Okay. Ouais. Donc, l'ambassade de France veillait à ce que la communication n'ait pas lieu. Il y avait des informations au Cameroun. Un niveau de propagande, vous, les nations, vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis. Donc, ça fait que on a effacé tout ce qu'il y avait avant Haïdou. On a effacé tout. Mais moi, la première fois que je vois à Rouen, parce que quand j'ai passé mon bac, je suis allé à Rouen. Donc, je suis arrivé au mois de septembre 1975, à la fac de droit de Rouen. Il y avait un étudiant qui était déjà en thèse. On a sympathisé, on était du même coin. Et il connaissait mon père. Il dit, à la du repas, au restaurant, il dit, allons dans ma chambre. J'arrive dans sa chambre, bon, je passe rapidement, c'est la première fois que je vois la photo de Oumi Diobé, Ouandje et autres. On ne connaissait pas ces gens. On ne les connaissait pas. Donc, il y a eu une chose, il fallait effacer tout ce qu'il y avait avant. Et et ça, c'était la première, c'était la propagande. Ouniobé était un tueur, pendait les ventres des femmes à la maternité, sortait les fœtus et coupait les gorges. Voilà on a grandi. C'est ce avec quoi on a grandi. Et maintenant, c'était un bushman. Imaginez que sa femme a bagarré à Intania. Et comment vous pouvez imaginer ça? Elle est partie lutter au marché central. Vraiment, les manetons. On a fait circuler ça et tout le monde a accepté ça. On a été même plus loin. Ils ont été jusqu'à dire que un bida voulait exterminer les Bassa. Et maintenant, vous avez des Bassa, vous n'arrivez pas à leur enlever ça à la tête. Ils vous disent que un bida voulait exterminer les Bassa. Il a déclaré ça où, quand, à quelle occasion, quel discours et tout. Non, un bida détestait les Bassa. Un bida détestait. Ouais. La propagande a été tellement efficace. Et maintenant, il y a un dernier aspect, même nous proclamons des intellectuels. On n'a pas fait notre travail, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas fait notre travail. Les qui ont été faits sont les intellectuels Bassa et Bamé. Ils se sont mis à faire une propagande, bon, moi, que je trouve quelque exagérée sur qui et ils n'ont en avant que Oumniobé. Ceux de l'Ouest, les intellectuels Bamileke, ont fait la même chose. Ils ont mis en avant Ouin. Et les intellectuels ont été défaillants. Comment vous pouvez mettre qui vient écrire un livre sur le Moumier? Moi qui suis les Bolova, ou Bamoun, il n'a pas été à l'école comme moi, comme d'autres. Vous voyez? Bon, le Cameroun est maintenant rempli. Quand la télévision maintenant c'est plein de professeurs, où sont vos livres? Où sont vos livres? Nous avons failli, on a plein de docteurs en histoire et tout. Où sont vos livres? Et même ceux qui ont écrit, je vais vous dire, révéler quelque chose. Vous ne le prenez pas mal. Je suis en France, ma première épouse était une Française. Donc, au de mes études, je travaillais en France. Passe à présence africaine. Je trouve un gros livre d'histoire du Cameroun d'Angèle Benvin. Je l'achète tout content. Je rentre chez moi, j'habitais Garges Légonesse, après Stein là-bas, tout ça, on va. J'arrive, j'ai tout, ma femme dit, ma chérie, voici, j'ai acheté un livre d'histoire de mon pays. Elle dit, je veux le lire, ok. Bon, moi je ne l'ai pas lu tout de suite. Et au bout d'une semaine, je reviens du travail,
Mon épouse m'appelle, me dit, mais Dieu donné, oui. Elle me dit, mais ton livre est vide, hein? Je dis, comment ça? Un livre de plus de 500 pages. Elle dit, toi, regarde. Je me mets à feuilleter. Effectivement, c'est le livre d'Angèle, il n'y a rien dedans. Il vous fatigue avec les histoires de la pierre taillée. On a découvert quoi là, la civilisation méroé, machin. Et la période de l'indépendance, il passe la tupe rapidement. Il n'y a rien. Donc, il y a notre propre défaillance, nous qui nous proclamons des intellectuels. Nous qui partons nous insulter la télévision dimanche, nous avons été déviants. On est candidat à cause de nous. C'est nous-mêmes qui sommes défaillants. Moi, je ne suis pas historien de formation. Hein. Attends. J'ai fait un institut d'études politiques, mais moi, j'écris. Donc, quand moi, je trouve des documents, moi, je les publie, j'écris en forme, je transforme ça en livre et tout et tout. Ceux qui se disent historiens, vous avez fait quoi? C'est moi qui dois venir parler d'un bida, alors que vous avez des budgets pour ça. Vous avez des crédits pour ça à la fac. Bombe le torse. Oh, d'histoire, machin. Hein? Il y a même tous ces médiocres-là, il y en a même qui disent que non, on n'écrit pas d'histoire. Je dis, ah bon, hein? Ah bon? Bon, si moi j'écris des fables, c'est bien parce que vos livres scientifiques ne sont pas écrits. Si vous aviez écrit des livres scientifiques, moi, mes mensonges ne circuleraient pas. Vous voyez donc, troisième raison pour laquelle on ne connaît pas un bida, nous-mêmes, notre incompétence. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que, bon, vous savez pas, bon, la France a été envahie par l'Allemagne de 1940 à 1940. 4 ans seulement. Le Cameroun est par France, on va simplifier comme ça, de 1916 à 1960, donc 44 ans. 4 ans, invasion allemande sur la 44 ans, invasion française sur le Cameroun. Les camps d'invasion de la France, les Français ont créé au 1000 livres, des livres, des pièces de théâtre, des films. Ils n'ont pas fait. Nous, 44 ans d'invasion française comme livre. Il n'y a que les petits romans de Mongobeti, d'Oyono, qui essaient de tuer le régime colonial. En 4 ans d'action, où sont les livres? Où sont les... Oui, c'est la faillite de l'intelligentsia camerounaise. Et pour parler d'un but, c'est la faillite et quand la faillite des intellectuels petits. Où sont les intellectuels étonnent? Pourquoi vous n'êtes pas sur un bida? Hein? Ok. C'est l'époque d'ailleurs, c'était risque. Maintenant, ça l'est encore. Non, nos intellectuels, vous les voyez, ils sont là pour écrire le soutien. Ah, là, ils en sont. Oui. Et thèse, le silence de Paul. Voilà tout un bouquin de 400 pages. Voilà. Mais l'histoire raconte la naissance de Yaoundé. Qui racontait? La naissance de Mbalmayo. Rien. Nos chefs ont... C'est maintenant qu'on se met à tâtonner. Est-ce que vous vous rendez compte que le premier livre écrit sur Ngbabi, c'est moi? C'est normal. Alors qu'ils sont pleins là à la fac, les docteurs en histoire, qui nous cassent les oreilles dans les télévisions. Tels les chefs de département, tels les machins. Où sont vos livres? Où sont vos livres? Ouais. Donc, pour vous répondre, pourquoi on ne connaît pas? Voilà les différentes raisons. Il y a la répression française. Il y a la répression d'Haïti. Il y a notre faillite. Nous-mêmes, on a failli. Qui sommes agrégés, nous avons failli. Et tant mieux comme il y a des émissions comme celle-ci, j'espère qu'elles vont servir à quelque chose. Je vous ai répondu. Merci beaucoup. Merci évidemment. Donc, on va commencer par la série des questions. Hein. Nous allons commencer quand même par notre docteur qui est ici, docteur Caron Barga. Honneur aux femmes et puis nous allons continuer avec les hommes qui sont là. Docteur, over to you. Bonsoir, tonton. Je suis complètement en transe. On a fait une émission ici où j'avais présenté certains de vos ouvrages
Et la question, elle est pertinente lorsque vous demandez à nos historiens d'éthique où sont les livres. On voudrait bien voir les jeunes d'aujourd'hui vous emboîter le pas. Parce que je me rends compte que quand il faut retracer notre histoire, je m'en vais beaucoup plus sur votre bibliographie à vous. Les jeunes d'aujourd'hui, ou bien ceux même qui sont beaucoup plus jeunes que vous, ne relatent pas l'histoire de notre peuple, ne relatent pas l'histoire du Cameroun comme vous le faites. Et j'expliquais à Bangando sur un autre live, le travail que vous faites sur, si je peux dire en écrivant l'histoire sur le papier, maintenant nous sommes à l'ère du numérique. Le danger que nous avons maintenant, on est en train de réécrire l'histoire du Cameroun, pas comme vous l'avez vécu, pas comme vous la racontez, mais on est en train de la réécrire sur le numérique. Donc, ce serait vraiment bien d'avoir les écrits en version, par exemple, sur Amazon, sur les comptes WordPress, pour que notre histoire ne se perde pas. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Moi, je suis très, très contente. On se suit là sur Facebook. Je suis très contente de vous avoir. Vous êtes une bibliothèque vivante. On ne retrouve pas tous les jours une bibliothèque vivante. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous ici aujourd'hui. Bangado, je te dois le jus. Mais je t'en prie, le jeu est plutôt pour notre illustre invité qui nous honore ici, parce que c'est un bien grand honneur. Je voulais vous dire d'aller quand même acheter le Senghor et Kam. Omba Bisogo, Amugumbana, Omba Ambeti, tout est ici dedans. Ma petite bibliothèque est déjà quasiment remplie de tous ces ouvrages. Bon, on va continuer. Nefertiti, après, Namando, après, nous allons descendre sur les hommes. Je vous envoie le micro, monsieur Nomé, on vous a muté comme ça faisait l'écho. Je vous envoie la... Est-ce que c'est bon? Vous pouvez parler? On ne vous entend toujours pas. Il faudra juste accepter. Voilà. Merci la dame pour ces adorables paroles. J'en suis très, très, très honoré. Je lui dis simplement que qu'est-ce qui m'a mené à faire ce travail, c'est que quand j'ai institué le politique, j'étais très frustré lorsqu'on avait un devoir. On nous donne un devoir, par exemple, sur Félix Faure, qui était président en France, et exposé, parce qu'on avait toujours exposé à 2 à 3. Donc, on va à la bibliothèque de l'Institut, je trouve 50 livres sur lui. On nous donne un exposé sur Édouard Herriot ou n'importe qui. Et j'ai commencé à me demander mais pourquoi il n'y a pas de livres de chez nous. Donc c'est ça qui m'a amené vraiment à lutter pour combler ce vide-là. Parce que quand moi j'arrive en France, il n'y avait que le livre il y avait un livre là, Daniel Ewandé, Vive Monsieur le Président. C'était un pamphlet sur il n'y avait que le livre de Je suis arrivé, mon petit Abeleza même bas sur le Cameroun. Vous voyez? Il n'y avait rien. Et puis Abelenga a sorti son livre Introduction à la politique camerounaise. Ça a été un boom. Pour moi et plein d'étudiants camerounais à l'époque, on a appris, on a découvert à bout. Et il a sorti son second livre, Mandat d'arrêt. Ça a été la même chose. Et mon petit a sorti sa série là, Peuple noir, peuple africain. Bon, donc, c'est tout ça qui, d'un côté, j'étais jaloux de mes camarades français, d'un autre, j'avais un stimulant, parce que j'ai beaucoup fréquenté tous ces gens-là, les petits, les Abelenga et autres. Ça m'a donné aussi envie d'écrire. Donc, c'est comme ça que, donc, tout ce que j'avais rassemblé en France, il y avait aussi l'UNEC. L'UNEC aussi nous raconte beaucoup de choses. Bon, c'était comme ça là. Mais il nous racontait beaucoup de choses. Et lorsque j'étais au Cameroun, j'ai passé presque 3 années aux archives nationales là, au palais de justice. J'ai photocopié des choses, et à l'Assemblée, il y a d'autres archives à l'Assemblée nationale. Parce que c'est qu'il y a des débats parlementaires de l'ALCAM, tout. Et même au quartier de l'AT, il y a des archives là c'est les archives préfets, tout ça. Donc, ça qui m'a permis d'avoir une grande documentation. Et mon souci est maintenant,
sans avoir vidé mon cerveau par des sources. Voilà comment je peux répondre à cette dame, que je me réjouis que ce travail de personnel ingrat commence à porter des fruits. Ingrat, pourquoi? Parce que on s'en rapporte deux, c'est difficile. Quand je suis mis aux archives de l'Assemblée nationale, à l'entrée, le gars bloqué. Il me dit, mais où je vais aux archives. Il m'a bloqué ici pendant près de 6 mois. Un jour, je reviens, tout n'est plus là. Le nouveau m'a de nouveau laissé passer. C'est-à-dire, c'est un travail, un combat vraiment ingrat. Et tant mieux quand j'entends des gens comme vous faire ce genre de témoignages. J'en suis très ému et je suis très content qu'on casse la pipe maintenant. Il ne va pas disparaître. Donc, en tout cas, grand merci, madame. C'est nous qui vous remercions, docteur. C'est nous qui vous remercions. Docteur, moi je suis pas docteur. Non, non. J'ai fait l'Institut d'études politiques. Oui, j'ai fait une école de politique. Après mon école, je voulais aller, ça n'a pas marché, que je me suis inscrit encore à Paris 2 pour passer le temps, pour voir, parce que bon, j'étais là, je errais comme ça. Et puis bon, billet, voilà. Non, moi je suis pas docteur. Je suis ni professeur, donc les gens m'appellent professeur, tout ça. Bon, je ne demande même plus. Bon, mais moi, je ne suis pas professeur. Je suis ni docteur, je suis diplômé de l'Institut politique de Strasbourg. Donc, bon, mais comme vous m'appelez docteur, d'accord, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Bon, on va continuer avec la femme après, avec les deux dames qui sont là. Je fais que le grand frère Laurent va faire montre d'un peu plus de patience. Nous avons Nefertiti, après nous allons prendre Namondoa. On fait quand même honneur aux dames. Allez-y, je me mute pour les besoins parce qu'il y a des échos. Alors, bonjour, monsieur Eno. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas docteur. Nous allons faire de vous un docteur parce que vous êtes une bibliothèque vivante. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous remercie déjà pour vos travaux et que tout à l'heure, vous nous avez transportés dans une époque qui n'était pas la nôtre, l'époque de nos grands-parents, je dirais même. Et quand vous avez dit que l'ancien score qui avance après les printanias n'avait que des caissières, voilà, des caissières françaises, ça m'a fait quelque chose. Voilà, ça m'a vraiment dérangé parce que c'est le même fonctionnement, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Nous qui sommes ici en France, nous continuons de vivre cela. Ils n'aiment pas voir les Noirs à des postes de responsabilité. Et je pense que nous sommes encore sur un long chemin vers la liberté et que les Noirs n'ont pas fini de souffrir. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait plus de conférences comme celle-ci, parce qu'il y a tellement de jeunes gens comme nous qui sont restés ignorants de notre propre histoire, notre histoire camerounaise. Je veux juste vous remercier pour tous vos travaux et voilà. Merci beaucoup également. Namondoa, bonsoir, grande sœur. Bonsoir, Ambolo. Le professeur c'est que je le suis depuis des années. Et nous avons une histoire ensemble parce que en 2017-2018, nous avons animé des lives Facebook. Je suis allée le chercher, je l'avais cherché. Et c'était avec Atan Namedou. Nous avions à cette époque-là les 10 000 vues, les 30 000 vues. Il a toujours raconté la même histoire. Il n'a jamais utilisé un livre, il n'a pas de bouquin. Ça sort de la tête, ça sort de son esprit, ça sort de ses souvenirs, ça sort. Mais qu'est-ce que tu as à la tête, Tara? Ou belunlo. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour
ce que tu fais pour la jeunesse camerounaise. Ici, les gens te découvrent, mais il y a quelques années, les gens te découvraient déjà dans notre espace. Et ça t'a encouragé à écrire les livres. Donc, du coup, ça t'a permis d'avoir une visibilité dans notre royaume Facebook, comme je dis souvent. Et ça a continué. Mais ce que je voudrais quand même dire ici et que tu n'as pas dit, c'est que tout le combat que tu mènes et tous les livres que tu sors te valent quand même beaucoup de combats. Tu as failli aller en prison au Cameroun. Tu as été attaqué en Allemagne. On a fait des choses pour te mettre en prison, pour te taire, mais tu as résisté et puis tu fais partie, pour moi, je vais te le dire ici, des gens dont tu parles. Ces héros-là, tu en fais partie parce que c'était au risque de ta vie. Je croyais que tu allais arrêter le jour que tu m'as appelé pour me dire que non. Mais j'étais au CED. Je sors du CED. Mais je suis au CED. Mais j'ai remué le Cameroun. J'ai appelé tout le monde, les appels aux États-Unis, au Cameroun, partout. Est-ce que vous ne connaissez pas? Moi, je ne suis l'enfant de personne, mais j'ai quand même des contacts. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai appelé au CED les petits agents là pour que et non, mais monsieur ne peut pas rester, ne peut même pas dormir. Mais je me retournais ici à la maison comme une tisqueuse, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai fait quand même 2-3 jours là-bas, tu es sorti, mais je pensais que tu allais arrêter, mais tu es téméraire pour raconter cette histoire-là. Ça dit, ça sort. Et j'attendais que tu nous racontes encore l'histoire de la femme de Mbida qui s'était battue, la Guaneton qui était sortie là. Moi, j'adore cette histoire. J'adore cette histoire, la bagarre partout. Et je me souviens quand j'étais enfant, on allait voir Aïdjo. Quand Aïdjo passait, on allait souvent le voir. Et ma mère me portait sur ses épaules. Et comme ça, je pouvais voir, comme j'étais petite, un petit bébé, mais je parlais déjà. Et chaque fois, ma mère est de Ntougou 2, c'est à Tinga, là-bas, donc à l'école de police, on partait se mettre en rang là-bas pour voir quand il passait. Et j'avais dit, mais le monsieur, s'il a toujours le même vêtement parlant du Gandoura, ma mère m'a dit, tu me ta bouche, tu camion, tu vas nous dois Turquie, donc je me suis tuée et j'ai eu peur. Et il y a peut-être 3 ans, je suis allée voir ma maman. Au Cameroun, nous sommes allés au palais d'Aïdjo, l'ancien palais de... Elle dit seulement, Akie, mani, mazinina, palais Aïdjo. Il eut cru que moi, j'allais entrer ici. Elle était émerveillée de pouvoir poser. C'est son village, c'est pas des parles, c'est son village là. Mais elle n'avait pas le droit de... Quand elle me dit, on va toi taxi, on l'oua baba ailleurs. Tu regardes... J'envoie le micro pour qu'il puisse... Attends. Mais est-ce que tu sais que en 1961, un cycliste passait devant le palais a été tué par les militaires par les gardes d'Aïdjo. Cette affaire a fait beaucoup à Yaoundé. Il venait de son basco. Il est tué. Pour donner raison à ta maman, est-ce que tu sais que la route qui est devant le palais là, qui part devant le palais de justice, on ne passait pas là à pied. On traversait, on passait de côté. Donc, ta maman avait son à Aïdjo. Je vous raconte une petite anecdote. 1977, j'avais là 2 années en France. Je décide, mes parents, ma mère voulaient tout ça. Ils m'envoient un billet d'avion. J'arrive à Orly, et voilà l'avion maintenant qui nous dit qu'on passe par Nice. Et qui est? Quel est ce détour-là? Bon, on a Nice. Qui monte à Aïdjo? Maman, l'avion a été glacé de Nice à Douala. Peut-être 1 heure de temps comme ça. Parce que le 707 n'avait qu'un seul pas. C'était le 707. Le combi est venu après. Donc, le rideau soit devant. Je vois Aïdjo. Maman, si on pouvait sortir l'avion, on serait tout sorti. Aïdjo a commencé à circuler en nous saluant. Ah, vous êtes étudiant.
Lui, quand il nous a indisposé, il a fait un dégoût, il est rentré. C'était la terreur. C'était la terreur. Quand j'entends les petits enfants dire aujourd'hui qu'il y a la dictature au Cameroun, je dis que continue, maman, continue. Il y a même, il y a même déjà un proverbe chez les Bétis qui dit que Moro sanayi juande die, menayi juande zama. Donc, non, moi j'ai fini, mais tu es notre héros, tu es mon héros d'abord, et tu le sais très bien, et tu sais tout l'amour et l'affection que j'ai pour toi, et pour le travail que tu fais, parce que tu es téméraire. Yang benga zundog la, un fa toi, Allemagne ali, yang benga ko yinba furwa mimbogaza, iborba ne pouvoir bali, parce que tu dis la vérité, parce que tu racontes l'histoire du Cameroun. Vraiment, j'admire, j'avais pensé que tu allais arrêter, mais Mezukana, à Kiba, à Bungang, à Bunturen, merci beaucoup. Merci beaucoup, Namondo Akiba. Comme on a encore deux dames là, après on va laisser les hommes aussi chanter un peu leur partition. Je peux descendre Bon. pour que d'autres personnes entrent. Et il n'y a pas de souci, merci. Il y a des gens évidemment qui veulent venir aussi dire bonsoir au patriarche ici. Donc, on va prendre comme Pati veut descendre, elle est un peu occupée là. Menetam Ojo Pati, si et après tu prendras la parole par la suite. Merci. Ok, Zami Faka, comment? Ok, bonjour à tous. Papa énormément ce bonjour. Alors, excusez-moi pour tous ceux qui nous écoutent, je vais poser cette question en langue écran parce que c'est assez intime. Et je souhaiterais vraiment que la réponse soit aussi, voilà, dans ce sens. Déjà, je tiens vraiment à remercier ce grand honneur que tu nous as fait, de venir bien sûr, voilà, nous éduquer, nous raconter notre réalité, notre histoire, notre ADN, voilà, concernant ici justement le patriarche André-Marie Mbida, ainsi que bien sûr tout cela bien sûr qui font partie de cette époque, y compris surtout toi-même aussi. Donc nous sommes vraiment très très honorés tous sur ce panel. Donc ma question est celle-ci de savoir Majuzma ok min kobo bia ayon ekana ane bekamba bin benga kon patriarche André-Marie Mbida et on a benga bo vote quand il y avait eu des votes entre Ahidjo justement et André-Marie Mbida et on ba ko ba jo bekang parce que dans le bekamba il ba ko bo de ba jona ane boté aja benga kon notamment ici bajuna anebe bulu benga kon tita André-Marie Mbida ande ma ka yina ma obebela akum son fa bebela ne. Bon, Marianne, encore flexi pour que tout le monde comprenne. Mais ça fait partie de la propagande qu'on faisait pour finir Mbida. Mbida était, je reprends le terme du colon là, Mbida un peu un caillou dans la chaussure du régime d'Ahidjo. Oui, mais on va aller étape par étape. Mbida a battu Ojula en 1900, avant même qu'il ne batte Ojula, en 1954. Assemblée territoriale du Cameroun. On élisait le assemblée territoriale chaque année. Une des supports s'est porté candidat. Bida, dans l'assemblée, une campagne qui a fait en sorte que il est même parvenu à des élus français. Vous savez qu'il y avait des blancs dans notre parlement jusqu'en 56. Jusqu'en 60. Bon, ils sont partis en 60, à l'indépendance. Il y avait des blancs. Les Monilati, tout ça, Koulouma, imprimé Koulouma, tout ça, les députés, les Koudjali, tout c'était des Syriens, tout ça, il y avait plein de blancs. Moi, j'en ai connu.
Hein. Vous voyez l'imprimerie Kouloum Yaoundé, c'était un blanc. Hein. Même l'autre, là, comment on l'appelle, l'avenue Kanidia, commence à oublier les noms, là. C'était des blancs. Bon, bref. Donc, Mbida avait réussi à tourner, à détourner le vote des blancs de telle sorte que tous les élus noirs et quelques blancs ont voté pour Sopo Priso. Sopo Priso a tapé, comment on l'appelle, Ojula à la présidente de l'Assemblée territoriale au mois d'avril 1950. C'était 54. 1954. Vous voyez? Premier grand fait de Mbida. Maintenant, on arrive au législatif 46. Parce que nous avions des députés en France, dans l'Assemblée nationale française. Nous avions des députés et nous avions des rangs à l'Assemblée de l'Union française, dont je vous ai parlé là, était un représentant de l'Assemblée de l'Union française, l'Union africaine en Afrique du Sud. Bon, c'est moi qui désigne les gens, donc ça, on ne peut pas compter ça. Mais Mbida a été candidat à l'Assemblée nationale française pour le camp contre Ojula. N'est-ce pas? Il a eu dans les 66 000 voix et aujourd'hui que 22 000. Vous voyez? Et il a fait Ojula nuisible. Qui était Ojula? Ojula était ministre en France. Attention! Ojula était ministre en France. Il a battu au Cameroun. Il a un peu fait Cameroun. Ça, c'est déjà l'élection du 2 janvier 1956 pour les élus à l'Assemblée nationale. Maintenant, l'Assemblée territoriale, c'était le 23 décembre 1905. Mbida a battu Ojula. Donc, on peut dire que Mbida a battu Ojula 3 fois. 3 fois. Les petits aujourd'hui, les UPCistes, je ne sais même pas comment les appeler, ils disent c'est un ojulatiste. Les ojulatistes. Leur ignorance. Dieu ojulatiste. Quelqu'un qui a un Mbida balayé comme ça, Dieu l'homme ojulatiste. Mbida l'a tapé 3 fois. Est-ce qu'on nomme un Mbida premier ministre qu'on avait le choix? À Kajam. Mes frères et mes sœurs qui m'écoutaient. Mais il était l'homme politique. En dehors de ceux qui étaient le maquis, bon, c'est un autre débat. Laissons-le. Eux étaient avec les machettes dans la forêt, bon, c'est leur affaire. Moi, je n'aurais pas maquis. Bon, c'est leur affaire. Ceux qui étaient dans la légalité, il était l'homme politique le plus puissant. Oui. Il était l'homme politique le plus puissant. Ojula. Oh. Ojula, ce n'est pas seulement Ojula, c'est l'administration française. C'est-à-dire que le corps était tel qu'on ne pouvait même pas bourrer les yeux. On ne pouvait même pas. Voilà. Donc, Mbida est nommé Premier ministre parce qu'il était incontournable. Il était contournable. Maintenant, on le renverse par coup d'État. Ok. Je vous ai raconté le coup d'État. Mbida part du Cap en exil en Guinée. Passons rapidement. De Guinée Mivolo. On proclame l'indépendance en son naissance, 1er janvier 1960. Maintenant, on décide d'élaborer une constitution pour le Cameroun. Le Cameroun est déjà indépendant. Donc, il nous faut une constitution. Le statut est indépendant. Le référendum constitutionnel a lieu le 21 février 1960. Aïdjo prend donc Fouda André, que c'est lui qui vient contre Mbida à Yaoundé. Mbida a fait campagne étant à Conakry, étant à l'étranger, hors du Cameroun, quand Conakry d'aujourd'hui, où tu prends le téléphone, tu as le courrier à l'époque marchait. Comment à l'époque? Une lettre entre Yaoundé et Conakry mettait combien de temps? Mais Mbida menait campagne étant à Conakry, dans l'Oignon et Sanaga, c'est-à-dire grosso modo l'actuelle région du centre, et a écrasé Fouda André et Aïdjo. Tout l'Oignon et Sanaga a voté non. Comme il y a au Balinga. Aïdjo et Fouda André ont été écrasés au référendum du 21 février 1960 à cause d'Mbida. Olana Baye. On continue. Maintenant, on arrive aux législatives qui ont suivi.
Donc, quand le 21 février 1960, c'était le référendum constitutionnel, Mbida rentre donc au Cameroun. Et le 7 mars, lundi 7 mars 1960, il arrive à Douala. Il prend le train, il arrive à Yaoundé. Il prépare les élections avant même... Non, dès qu'il arrive, Mbida a lancé les premières villes mortes de l'histoire du Cameroun. Est-ce que vous entendez? Parce que les homosexuels sont venus faire hier là. Mbida a paralysé Yaoundé la semaine du 15 mars 1960. Grave. Une semaine durant, les Bayams n'approvisionnaient pas Yaoundé. Mais il dominait. Il dominait. Je dis que pour dénouer la crise, Mbida, il a envoyé Fouda André. Mbida lui a dit, tu crois que toi n'as pas encore compris, hein? Tu es même comment? Il a dû passer par Amgongele, qui était un député d'Union ESSO, qui était un pédéciste. Pardon, arrête les villes mortes. Et en collant, arrête les villes mortes. On ne peut pas, on peut enlever par les villes mortes. C'est là que Mbida lève les villes mortes. Et la vie reprend à Yaoundé. Tout est, pas les boutiques, parce que le commerce était aux mains des Blancs. Les Bamilés n'avaient pas encore le commerce. Hein. C'était les Grecs, les Libanais, les Français. C'est eux qui avaient les boutiques. Les Bamilés étaient les petits en bas, là, les coiffeurs, des choses comme ça, là, sabatiers, ouais, bon, les petits mécaniciens, oui, tâcherons, tout ça. Mais c'était encore aux mains des Blancs. Donc, les boutiques des Blancs étaient ouvertes. Les Tchéquens, tout ça était ouvert. Mais le marché vivre était désert. Il n'y avait plus de vivre. Les Blancs n'avaient plus de salade. Les Blancs n'avaient plus, ils n'avaient plus de plantain. Ils n'avaient plus rien. Ils avaient le riz, puisque c'était importé, tout ça. Mais ils n'avaient plus, oui. Bon, il y avait la viande, parce que c'est ça qui apportait de bœuf. Les autres viandes, les poules, les canards, tout ça, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Vous voyez? Mbida a bloqué Yaoundé. Bloqué. Donc, il a fallu l'intervention d'Amugongele. Na aya, anti-ancolan. C'est là qu'il lève l'encre. Il y a donc la fin des votes. Nous sommes en mars 1960. Le 10 avril 1960, il y a élection. Aïdo met en avant Fouda André. Na akatre Mbida. Mbida l'a laminé. Non seulement l'a laminé, Mbida a raflé toutes les voix tous les sièges de Nyon et Sanaka. Il y a un peu Fiangamot. Donc, qu'est-ce qui restait à Aïdjo? La prison. C'est comme ça donc qu'il envoie Mbida en prison en 1962. Donc, Mbida était intraitable à Yaoundé. À Douala, tu avais Eyidi bébé. Chez les Bassa là-bas, Maïma Tibété était sorti du maquis, il chauffait. Voilà. Il était chez les Kia là-bas. Et même, il y avait tout. Le frère de l'autre là. Et moi, tout qui avait la pharmacie NAM. La pharmacie NAM se trouvait à côté de Printania de Score, là où il y a maintenant le parking là. C'était là la pharmacie NAM. C'était, il était secrétaire l'UPC légal, comment là. Les Français et Aïdjo n'avaient pas de solution que soit de les tuer, soit de les mettre en prison. Donc, en 1962, Aïdjo les arrête tous en prison. C'était la seule condition. Et pourquoi Aïdjo les a mis en prison? Parce que, en 61, Aïdjo voit qu'il n'y a rien à faire avec le centre. Aïdjo et les Français veulent créer le parti unique. Ils font donc une grande réunion dans le centre pour que les petits adhèrent à l'UC. Non, j'ai sauté. Ce n'est même pas les élections du 10 avril 1900 pour la députation. Mbida et Fouda et Aïdjo. Monseigneur Etoga, il était évêque camerounais. Et tout le clergé camerounais, toute l'église camerounaise était du côté de Mbida. Vous voyez?
Mais le gars, il tenait. Tu vas faire quoi contre l'église, les catholiques en milieu petit? Tu peux les affronter. Donc, la population, la télé, le clergé, les prêtres et tout pour un Mbida. Il fallait le liquider. Donc, fait dans sa réunion, Fouda, j'ai même la photo, j'ai même de réunion là, que tous les petits adhèrent maintenant à lui. Parce que Aïe avait fait créer à Fouda, hein, rassemblement du peuple camerounais pour contrer Mbida. Et quand Mbida est écrasé aux élections législatives du 60, Aïdo et Fouda se rendent compte, pas Fouda, quand Fouda est écrasé aux élections du 10 avril 1960, Fouda et Aïdo concluent que bon, la fin même du rappel comme là, ça c'est peine perdue. Autant à rallier l'UC. Donc c'est comme Fouda a dissout le RAPECA et devient le l'UC. Il a fait venir. C'est pas tout. Fouda, c'est même à, vous voyez la maison de Pac là, qui est le siège. C'était une maison de Fouda. Il a donné cette maison à l'UC, à Ijo. Vous voyez? Donc, malgré cela, malgré cette grande réunion où fait table, nous tous on adhère à l'UC, les petits n'ont pas suivi. Les petits n'ont pas suivi. Il restait une seule chose, c'est de mettre Mbida en prison. Ils l'ont mis en prison, comme je l'ai dit en 62 avec les Okala et autres. Les élections législatives de 1964 sont arrivées. Là, moi je les ai vus. Nous venions de rentrer de France. Moi je les ai vus étant petit. Ça avait chauffé à Yaoundé. Hein. Ça, je peux vous dire. Hein. Mbida, le PDC, Mbida était en prison. Hein. Mbida était en prison. Le PDC a battu à Yaoundé. On a bougé ça pendant 2 semaines. Le PDC a écrasé, Mbida a écrasé l'UC à Yaoundé. Et j'ai dit écrasé, c'était grave. Ça j'ai vu. Mais on habitait Coron. Notre maison, vous voyez la maison qui est les impôts maintenant à Coron, là, en face de la rue qui monte à l'université catholique. C'était notre maison. Pour là, c'était là qu'on a habité. J'ai vécu des bagarres terribles en Fonvombi. À l'époque, c'était encore le village. Terrible. Mais il n'y avait rien à faire. Donc, c'est comme ça qu'Aïe, je le jette en prison. Les petits n'ont pas trahi Mbida. Il faut. Mbida a été vaincu par la prison. La vérité historique. Voilà la vérité historique. C'est la prison qui a vaincu Mbida. C'est la prison qui a vaincu Okala. C'est la prison qui a vaincu Maïmatip. C'est la prison qui a vaincu IDB. Okala et Maïmatip, quand ils sont sortis, ils ont adhéré à l'UNC. Ok, c'était leur choix. IDB est sorti malade, il est mort. Mbida est sorti aveugle. Non, les petits n'ont pas trahi Mbida. Zéro. Ni les Étones, ni les Manguis, ni les Mbirambani, ni les Mvele, ni les Ewondo, ni les Beneux. Encore moins les Boulous. Comment ils auraient pu faire quoi? Est-ce que Mbida était candidat à Zanmilma ou à Ebolova? Non. Chaque fois qu'Mbida était candidat à Yaoundé, il a gagné. J'ai dit, oh la main. Ah. Tu as fait bien des questions. Voilà des éléments que je vous donne là. Que les gens ne savent pas. Que les gens ne savent pas. La seule solution, c'était de jeter Mbida en prison. Mais d'abord, si aux élections présidentielles, pourquoi est-ce que lorsque on obtient l'indépendance, dans il y a le référendum constitutionnel, tout le pays petit vote non. Et tout le sud du Cameroun, c'est-à-dire de Ngaoundéré à la frontière, vote non. C'était le thème où il y avait Assal Charles, qui a fait voter oui. Donc, seuls les gens des Bolova et d'Ambam avaient voté oui. Les gens de Samna, tout ça, ont voté non. La Konlinga, tout ça, l'Est, Batoudi, tout ça a voté non. Hein. Tout. Ce n'est que le Nord qui a voté oui. Et même là-bas, c'était le bourra des yeux. Bon, bref, la Constitution a été adoptée. Le fait que le non là a écrasé le oui dans l'Union à Sanaga. Mbida est élu député. Il restait seulement à le tuer. Non, les petits sont restés en Mbida jusqu'au bout. Aux élections de 64, quand les élections sont passées, si vous savez la répression qu'il y avait eu, on a vidé des villages entiers. Dans l'Oignon et Sceaux, comment on appelle ça, Aïsse, parce que c'était un grand fief du PDC. Ce que vous voyez là,
Après, c'était un grand fief, parce que bon, souvent n'hésitait pas. C'est ce qui... Mais c'était un... On a vidé... Mais la répression était terrible, hein. Dans l'oignon et saut, dans la lait qui est. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé les éléments de la répression? Il doit déplacer la capitale de la lait qui est d'Obal à Monateli pour punir les étonnes. Oui. Donc, les gens, ils font que les bêtis ont trahi un bida, que les boulons le trahi un bida, quoi. Chaque fois, un bida gagne les élections. Oh. Et pas les scores, il est grave. Ok. Non, ma sœur, non, tu as bien fait de poser la question. Voilà la vérité. Que quelqu'un vienne me dire. S'il peut, qu'il vienne me contredire. J'ai répondu. Merci infiniment. Merci. Un vrai régal, merci. Voilà, donc c'est ça qui me montait entre parenthèses toutes les dernières années. Et je pense que je n'étais pas la seule, justement. Merci infiniment vraiment pour ces clarifications. Merci. Je vous laisse. Merci Akiba Boupati. Très belle question. Donc, on va donc passer maintenant aux hommes qui sont là. Parce que on a pris la parole à notre voilà. On va commencer par toi, après on va continuer par le grand frère qui est là, Laurent Beyene, qui est quand même ici depuis un moment, et puis on va continuer sur les autres. Allons-y. Ok, merci pour la parole. Je vais d'abord dire il y a l'écho. Longue vie au patriarche et une très grande fierté d'avoir, je peux dire, rencontré, écouté, assisté, parce que je n'irai pas raconter à mes enfants que j'avais entendu, on m'avait dit. Moi-même, j'ai écouté. Donc, j'ai dit vraiment merci et je ne mourrai plus ignorant. Je ne mourrai plus bête. Ende makawo peut-être mais kinga mama ko na ona monayem vin mamien mana monayem ye combo ok menendai enobelinga au fait enobelinga BG ouais yala on n'a pas écouté la réponse. Manemone ye combo me tomo ngona yemvin. Donc menena wando manyanga yonte. Akiba. Ya na mami na makaya na wa no kobo no kante bien histoire parce que maliti le danger puisque on bien au combat pour relater l'histoire na bien une vérité et par le canal de notre grand frère général Mbangando, qui fait un très bon travail et qu'on invite toute la jeunesse à venir écouter, particulièrement la jeunesse et quand. Parce qu'on est tellement perdu, on ne connaît rien, à mes craintes combien de ballets, mais même ne serait-ce que l'histoire racontée, que ce soit par nos parents, on est tellement perdu. Et alors aujourd'hui, l'initiative qu'on a prise, le peuple Kana, il faut que nous-mêmes, on va chercher la vérité où elle se trouve. Et Général a fait la démarche et aujourd'hui, on a notre patriarche qui est en face de nous. Il parle encore et moi je continue à dire longue vie au patriarche pour qu'il continue à nous apprendre, à nous parler, à nous raconter. Franchement, donc mon histoire maïna maliti valena ya bona moses inde malono mono qui fait terminal et binga kobo fonda et après il me dit je parle de nos ancêtres, nos héros, il me largue sur le visage que d'abord même nos ancêtres étaient des crêtres. Comme la question dont ma sœur Patty a posé tout à l'heure là, elle va vraiment à mon sens. Que c'était des crêtres en citant le nom d'André Marie Bida et tout de Massilena. Bon, ton professeur d'histoire Giola Memaneza, il est quoi? Il est de quelle ethnie?
Maintenant, ok, je comprends tout, mais comme moi, je suis pas arrivé en terminale, primaire où je me suis arrêté, on ne mentionne même pas d'abord André Marimbida à l'école primaire. Les héros qu'on connaît à l'école primaire, il y a Martin Paul Samba, on parle de lui vaguement, et Douala Mangabel, Charles Atangana, c'est que les trois. Voilà, à l'école primaire, des héros que je connais chez nous, chez notre peuple. André Marimbida n'est pas mentionné quelque part. Bon, qu'est-ce que moi, en tant que parent, je pouvais dire à mon fils, lui qui allait un peu plus loin que son papa, je vais lui dire quoi? L'histoire même être racontée comme on vient de l'écouter aujourd'hui, alors ça me fait vraiment très grand plaisir. Le live est enregistré où je vais l'envoyer. J'ai dit, écoute, et j'aimerais que tu vas même chercher qui est vraiment cet homme qui nous parle, notre patriarche et tout, et que tu commences à l'écouter. Tu lis ses livres parce qu'il a beaucoup écrit. Donc, je vais vraiment lui parler et de sortir ça dans sa tête. Donc, vous voyez à quel niveau où la roubladise va même jusqu'à l'école. Imagine à Monécan, qui est appelé à remplacer demain, à servir même le Cameroun, qui a dans la tête que ses ancêtres étaient des traîtres. Donc, si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est à cause de nos ancêtres. Donc, franchement, Paty, merci pour cette question. Et ce que je retiens dans la réponse de notre patriarche, c'est la solidarité que les Ekans avaient. Et c'est ce que moi, durant tout ce temps, ce mouvement que nous faisons en cherchant la vérité, c'est ce que je cherche. Où est passée cette solidarité-là? Comme tu viens de relater, malgré le chantage, la roubladise, tout ce qu'on a dit, franchement, je suis ému. Et j'aimerais retrouver le peuple, ce peuple-là, Ekan, qui était solidaire, uni. Qu'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Certes, tout ce qu'on a subi et tout, mais j'admire. Ça, c'est la leçon que je sors dans ce live avec la solidarité. Cette solidarité-là, j'aimerais la retrouver dans mon peuple et quand. Merci beaucoup. Longue vie à toi et bon, que soit le bien. Merci. Merci. Akiba Boui. Donc, on a le frère Laurent Beyene qui est là, c'est le grand frère qui est là depuis un moment. Il n'a pas dit un mot. Donc, Laurent Beyene, vous avez la parole. Moza. Oui, bonsoir déjà, docteur, bonsoir à tout le panel, bonsoir surtout les donateurs, parce qu'on ne fait pas attention à eux, c'est eux qui font vivre ce live. Je vous dis encore merci pour les encouragements à ce live. Bibliothèque ancestrale, parce que j'ai cru, ou alors c'est mon imagination qui me fait tort, que notre aîné n'aime pas les usurpations de titres ni professeur ni docteur. Donc je vais utiliser un terme qui est très simple, c'est bibliothèque ancestrale. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bon, quand j'avais encore mon compte Facebook à 800 000 abonnés, bon, on se connaissait du bien de Michel Bikila Tangana qui nous avait fait alors même que ton livre venait juste de paraître. Je suis l'un des premiers même à avoir fait la publicité, la promotion dessus, donc, si tu te rappelles. Et pour moi, c'est tout un honneur déjà de pouvoir partager cela. Moi, je vais tout simplement poser une seule question. Et c'est une seule parce que, bon, monopolisé, tu as tout dit. Tu as tout dit. Et celui qui va venir dire autre chose va enlever toute la beauté et la pureté de ce que tu as dit avant. Pourquoi est-ce que Bangando qui est là, mon petit frère, sait que je suis l'un des seuls à avoir publié l'anniversaire de ce héros pour moi, qui a apporté beaucoup de choses au Cameroun, dont beaucoup de gens oublient aujourd'hui. Pourquoi cette solidarité ne s'indigne pas aujourd'hui du fait que ce grand monsieur qui a montré que on peut truquer, on peut tricher, mais quand le peuple dit non, tu peux pas mentir le peuple. Pourquoi ne peut-on pas rendre hommage
à ce grand monsieur. Et Bangando, je te remercie. Tu te rappelles que c'est sur ma page et je suis très fier que tu aies relaté cela. Cela prouve à suffisance que tu cherches la vérité. T'es pas un suiveur et ça me fait plaisir. Vraiment, bibliothèque ancestrale, je cherche ça. Je cherche pourquoi est-ce que on fait tout pour oublier ce guide. Pour moi, c'est un guide. Il a montré que nous pouvons ne pas nous aimer, mais lorsqu'on veut quelque chose de vrai, on peut l'obtenir. Merci. Général, tu es là? Oui, je suis là. Je pensais que le patriarche avait quelque chose à rajouter. Comme quand on a deux micros, ça fait de l'écho. C'est pour ça que je reste l'écho. J'ai déjà dit expliquer un peu. Il y a nos propres responsabilités. Hein. Les autres vantent leur héros et dénigrent les autres. Ils sont parvenus à pisquer l'histoire du patriotisme. C'est eux les patriotes et les autres, c'est les traîtres. C'est pas innocent. Et ils sont parvenus à le faire parce qu'ils ont un programme, un projet. Vous savez, pour conquérir le pouvoir, il faut que vos idées dominent déjà dans le pays. Donc, ils ont mené une bataille idéologique pendant près de 30 ans. Et nous l'avons subi. Donc maintenant, la contre-offensive actuelle qui se mène est phénoménale. Je suis convaincu que dans les 10 années à venir, tout le discours que les autres ont diffusé, qui est mensonger, sera mis à terre. Oui. Ils avaient des outils de propagande puissants. Ils avaient des journaux. Ils ont eu des radios, des télévisions. C'est maintenant que les écrans se retrouvent avec plein de radios et de télévisions. Les petits jeunes là qui commencent là, j'ai oublié le nom, les Obama et autres là, c'est bien ce qu'ils font. Le Dieu donne invente tout ça, c'est bien. Avant, la propagande était des mains à l'air, on ne pas dire ennemis. Donc ils ont usé leur propagande. Elle a été si puissante que, regardez, nous en sommes arrivés à nous saluer en tenant le bras. Le fond, vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont imposé leur culture. C'est maintenant que nous ripostons. Ils sont venus, ils ont même voulu imposer, comment on appelle ça, le ndop. Mais heureusement, et ils sont parvenus à faire en sorte que la première dame porte même le ndop. Ils sont très, très habiles. La réaction actuelle des Écans qui est plutôt foudroyante. Les Écans ont riposté. Cette riposte sur le plan culturel, elle ne va faire que croître. Donc même l'histoire des Écans, moi je vois un peu ce temps public et m'envoie ça se réveille partout. Ça se réveille. Oui. Les Mbidambani ont lutté, les Maka ont lutté, tout le monde a lutté. Tout ça ressort maintenant. Le travail que Limi Lobo fait au littoral est phénoménal. Oui. Donc, même chez nous, là, c'est en train de revenir. Bon, on vous présente Chalatana, que c'est un traître, n'est-ce pas? Ah bon, hein? Chalatana a vu comment on a massacré les Ewondo sous Ongba Bisogo. Il a écrit dans son livre que j'ai. Donc, Chalatana a œuvré, il a étudié le rapport de force. Il a simplement tout fait pour temporiser la violence des Allemands. N'est-ce pas? C'est ce que Chalatana a fait. N'est-ce pas? Et il a sauvé le peuple écan du massacre. Vous avez vu ce que les Allemands ont fait chez les Ottanto, en Namibie? C'est ce que Hans Dominique s'apprêtait à faire ici. Hein? C'est ce que Hans Dominique s'apprêtait à faire ici. Hein? Il faut donc remercier Chalatana que les Allemands n'ont pas au Cameroun ce qu'ils ont fait en Namibie. Que Dominique a fait chez les Ondo, chez les Eton, chez les Menguissa, chez les Mbani, ce que les Allemands ont fait chez le Tanto, en Namibie.
Quand un petit enfant tribaliste se lève, il commence à vous dire que Attends est un traître, il étale tout simplement son ignorance. Ah, il y a que Dieu. Mais bim, mané un lot, ah, il y a que Dieu. Les Allemands, mais est-ce que vous savez que les documents des Allemands, Hans Dominique était arrivé à un stade où, quand on prononçait son nom, les gens se sauvaient seulement. Si vous savez ce que Hans Dominique a fait dans le sud-ouest, l'actuel sud-ouest du Cameroun, ce qu'il a fait, ce que Hans Dominique a fait dans le sud-ouest, a sauvé le peuple béti. Et oui, on va aller plus loin. Permettez-moi que je parle de, c'est important de développer ça. Afin Guessan, qui est président du FPI en Côte d'Ivoire, c'est un ami à moi, il m'avait dit quelque chose que je ne peux pas oublier, je vous répète. Il m'a dit, mon frère, le héros n'est pas celui qui envoie son peuple à l'abattoir. Le héros est celui qui évite l'abattoir à son peuple. Je répète. Afin Guessan, c'est lui qui m'a dit ça. Le héros n'est pas celui qui envoie son peuple à l'abattoir. Le héros est celui qui évite l'abattoir à son peuple. Atana Charles, Atana Nchama Karl, lui est devenu Charles quand les Français sont arrivés, a évité l'abattoir au peuple Ekam. Ceux qui ont fait le maquis, ils peuvent vous dire le nom des tâches que les Français ont incendié. Là-bas, vous comptiez sur quoi? Vous comptiez sur quoi? Le Ho Chi Minh, en faisant le maquis en Indochine, il avait les Russes derrière lui. Il avait les Chinois. Il avait leurs armes. Il avait des généraux qui les conseillaient et autres. Vous avez fait votre maquis avec qui? Les Nyombenbok, des tirailleurs contre l'armée française qui sortait de la Première Guerre mondiale, qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale, qui sortait de la guerre d'Indochine, qui était en pleine guerre d'Algérie, et vous prenez des machettes, attaquez ces gens pour dire après que vous avez lutté pour l'indépendance. C'est ça? Et vous avez lutté pendant. Dès que Ouniové est mort, vous avez déposé les armes. Est-ce que Ouniové est mort et que l'indépendance est là? Si vous luttiez pour l'indépendance, il fallait déposer les armes le 1er janvier. Que bon, c'est pas ce comment ça a été proclamé. Mais Ouniové est mort, vous avez déposé les armes. Donc vous avez lutté pour l'indépendance, vous êtes des héros. Vous avez lutté pour le pouvoir. Et ça, vous ne l'avez pas obtenu. Vous voulez que Ouniové devienne président de la République et Premier ministre à la place d'Mbida. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et quand on l'a tué, en Emingamaноpan, vous êtes tous sortis du maquis. Donc, quand vous nous cassez les oreilles aujourd'hui que vous avez lutté pour l'indépendance, pourquoi vous avez arrêté le maquis alors que l'indépendance n'était pas encore là? Il fallait arrêter le 1er janvier au soir. Que, oui, ça a été proclamé. C'est comme ça, mais ça a été proclamé. Premièrement. Deuxièmement, le maquis que vous autres ont fait après 60, c'était quel maquis? Est-ce que vous savez que j'ai la révision du bloc démocratique bureau directeur de l'UPC, du Caire, dans lequel ils disent que comme l'indépendance qui a été à Yaoundé ne nous convient pas, n'est-ce pas? Nous allons maintenant empêcher que le gouvernement camerounais fonctionne, créer une situation telle qu'il n'y ait pas d'investisseurs qui viennent au Cameroun. Donc votre pays est indépendant et vous faites tout pour que l'économie ne démarre pas. C'est ça le patriotisme. C'est ça le patriotisme. Troisièmement, donc, cette guerre que vous avez continuée jusqu'en 1971, c'était pourquoi? On allait proclamer l'indépendance la deuxième fois. Dans quel pays du monde on a proclamé les deux fois? Deux fois. On a proclamé le 1er janvier 1960. On ne pouvait pas la proclamer une deuxième fois. Donc, vous cherchiez le pouvoir. Donc, où est le patriotisme? Vous avez posé des actes criminels. On a incendié vos villages. C'est ce à quoi vous n'aviez pas pensé. En prenant les machettes, vous n'avez pas pensé à cela, à
à la violence de la répression d'un camp d'enfants. Nous, les Africains, on a eu même eu la chance. Hein. Les Européens ont fini les Américains. Hein. Ils ont fini les Indiens du Nord, les Indiens des Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Ils ont fini tous ces gens-là. Là, maintenant, c'est les Européens. Mais où sont les Indiens? Ils ont fini. Les États-Unis, c'est les Européens. Où sont les Indiens? Les Mexicains, c'est les Européens. Les Argentins, c'est les Européens. Tout ça, c'est les Européens. Où sont les Autochtones? Les Blancs et les Européens étaient prêts à faire ça chez nous ici, hein, en Afrique. Donc, ceux qui ont vu loin, ont dit, Ils ont, mais c'est eux qui avaient la tête, c'est eux les héros, c'est pas vous qui avez provoqué l'incendie de vos villages. Vous n'aviez aucune, c'était une guerre ingagnable. On ne déclenche pas une guerre que l'on s'est perdu d'avance. C'est pas la peine. Vous alliez trouver les armes où? Encerclés comme vous étiez. Vous alliez trouver les armes où? Vous alliez les où? Ho Chi Minh avait des canons. Ah, vous aviez quoi? Les petits pistolets que vous chipiez dans les brigades de gendarmerie. Vous pouviez affronter la main française avec. Vous avez vu ce que ça vous a fait? Vous avez vu? Donc, le héros n'est pas celui qui envoie son peuple à l'abattoir. Le héros est celui qui évite l'abattoir à son peuple. À ce titre, des gens comme Charles Tana, Mbida ont été des héros. Ils ont refusé de sacrifier leur peuple pour qu'il devienne président de la République, pour qu'il devienne chef d'État. Non. Vous n'avez pas vu. Toi, tu es à Conakry, hein, mais tu envoies les gens mourir au Maki, à l'ouest. Hein. Je veux votre information que les gens ne savent pas. Est-ce que vous savez que Moumien a proposé à Ijo change. C'est-à-dire qu'ils arrêtent le maquis en voie des élections législatives du 1960 au mois de juillet. Ils arrêtent les attentats et l'UPC est candidate aux législatives. Donc, que l'élection n'ait pas lieu le 10 avril 1960, mais au mois de juillet. Donc, l'UPC arrête le maquis et l'UPC se porte là. Donc, vous voyez bien, ils voulaient le pouvoir. Ils voulaient le pouvoir. Pourquoi ils ont proposé ça donc de reporter les élections au mois de juillet? C'était le pouvoir. Donc, vous avez tué tout le temps là pour le pouvoir. On doit penser héros. Hey! Donc, le héros, c'est le sang de son peuple. Quand là, le héros, il nous a évité. Ces Allemands ont fait aux attentats en Afrique du Sud, en Namibie. Ah! Aspect. Je reviens, nous les intellectuels, Betty, nous avons été défaillants. Qui nous interdit de raconter notre histoire? Nous manquons d'agréger, nous manquons de... Il y a notre propre faillite. Je m'arrête là. Merci beaucoup de l'information. Merci beaucoup. Est-ce que, Laurent, est-ce que tu avais autre chose à dire ou... Autre chose. Non, mais tu sais, mon frère, tu sais que j'aime pas. Il a tout dit. Puis, je vais descendre pour laisser de la place. D'accord, merci à toi. Merci beaucoup. Non, mais Laurent, Voilà. tu peux rester pour le moment. Hein. On n'a pas de demande, Bagando. On n'a Il y a pas de Aladin demande. qui est là, oui. D'accord, On va ça continuer marche. donc avec Aladin, fils et Kang. Et puis, mais il y a une dame. Il y a Mamefeu qui est là. Est-ce que tu voulais dire quelque chose comme il y a quand même les dames? Mamefeu, tu voulais dire quelque chose avant? Oui. Bonsoir tout le panel. Vas-y, prends la parole. Après, on va continuer avec Bonsoir, Aladin, fils et Ayoeka. Kang et les autres. Merci. Bonsoir à Yoekan. Oui, je voulais dire que c'est à nous de célébrer nos héros. On ne doit pas attendre que les autres vont le faire à notre place. Maintenant qu'on connaît déjà la direction qu'il faut prendre, il faut qu'on cherche les outils, voilà, comme Bagando a commencé là, à partir du moment où on sait où se trouve la vérité, c'est à nous de la vulgariser, d'enseigner nos enfants à partir de la crèche, la maternelle, pour qu'eux aussi vont enseigner à leurs enfants. Ainsi, notre histoire ne va pas mourir. Que moi, je croyais qu'on n'avait pas d'héros. Je me rends compte que nous avons des grands, les plus grands du Cameroun. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Mamefeu. Aladin, allez-y.
Merci beaucoup. Oui, bonjour, chers tous. Bonjour au grand patriarche et nommé messieurs. Et bonjour à toi, cher général Bangando. Déjà, merci à toi parce que tu fais un très bon travail sur TikTok. Je t'ai connu à travers les récits en t'appuyant sur les écrits de monsieur Meyo Messé. Donc voilà, j'ai quelques préoccupations, mais je pense qu'il a répondu à quelques-unes de celles-là qui me tenaient beaucoup à cœur, au risque de faire en sorte qu'il se répète. Alors, cher Meyo Messé, vous êtes un témoin du passé. Vous êtes également un témoin du présent. Donc, vous vous rendez bien compte des conséquences de la méconnaissance de notre histoire dans la société camerounaise, avec la montée des tensions communautaires. Donc, vous avez raconté dans votre exposé quelques failles de nos intellectuels, notamment le fait que certains racontent leurs héros, chacun s'en va de l'autre côté et raconte son histoire selon sa perception et selon son héros. Alors, d'après vous, pourquoi notre histoire ne figure pas dans les manuels scolaires à partir du primaire? Pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais ne prend pas la chose en main pour faire en sorte que les Camerounais connaissent leur histoire, étant donné que c'est cette méconnaissance qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a de terribles tensions sociales? De votre point de vue, que faut-il pour que le gouvernement se décide enfin de rendre public et obligatoire notre histoire? Est-ce que cela pourrait créer des tensions sociales? Voilà mes préoccupations. Merci beaucoup. Oui, le problème que vous posez est... mais on va d'abord aller sur le plan de la terre. Est-ce que vous savez que le chiffre d'affaires du livre Cameroun, actuellement, c'est dans les 400 milliards, c'est pas, le livre. Donc, montant attirer et achète, on bloque, on monétise au Cameroun, au Ghana, au Mali, au Gabon, au Congo, machin. Rien que le livre africain, la France se retrouvait peut-être chaque année avec 2000 milliards. La première des choses. Donc, première des choses. Deuxièmement, ils ont créé IPAM, Institut pédagogique africain et Madagascar. C'est lui qui confectionnait les programmes scolaires. Vous voyez? Et ils ont fait en sorte que nos cerveaux sont formatés au bénéfice de la France. Il a fallu attendre les années 70 pour que les premiers livres de littérature africaine entrent dans le programme scolaire. Mais moi, au lycée, j'ai appris la chartreuse de Parme. Vous voyez, des bêtises comme ça. Hein? C'est ce que nous on avait au programme. J'ai appris le suicide, machin, la littérature grecque et tout ça. C'est fait à dessein. On nous francise, on continue à nous labourer le veau. Bon. Troisièmement, ces gens, ils sont pas bêtes, vous voyez. Ils savent bien que si le peuple africain écrit son histoire, c'est la fin de l'Europe. Le petit peu même que les Africains font maintenant, comment les Français sont en difficulté. Vous voyez, comment on les chasse partout à gauche, à droite, parce que maintenant les Africains commencent à découvrir que c'était comme ça, donc c'était comme ça, donc c'est, vous voyez comment la France est en train de perdre pied. Le problème idéologique est profond. Il est profond. Et rien que le fait de tenir le pouvoir, ces gens sont au niveau où ils font un chantage pas possible sur nous. Oui. Qui est ministre de l'Éducation nationale? D'abord, quand le ministre de l'Éducation nationale, le gouvernement français vous ouvre un compte à la BNP à Paris, on vous dit qu'il y a déjà 200 millions de francs CFA là-dedans. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas pour venir maintenant que les programmes scolaires et tout. Non. Ils vous ont déjà acheté. Et puis, de toute façon, même en haut, tiennent les gens, même les gens d'en haut. Vous voyez? Les gens des commissions des livres, ils sont 11. Le gars achète toute l'Afrique.
qui sont 11 à la commission des programmes scolaires, ils donnent à chacun 5 millions. Les gars sont peinards. J'ai déjà déposé bien des livres à la commission des livres. Je le fais même plus. Je ne fais même plus ça. Il faut déposer 11 exemplaires. Je ne sais pas changer. Je prends millions d'argent dessus, je m'avais déposé rien. Pour ces raisons que je vous dis là. La commission dit que, bon, les livres, là, oui, mais moi, j'ai quoi dedans? Ouais, c'est des choses aussi telles que celles-là. Donc, au-delà même du côté idéologique, il y a aussi ce côté-là. Que, bon, j'aime quoi là? Lui, on met son livre au programme en classe de thème, prendre au moins 300 000 exemplaires dedans. Aussi simple que ça. Oh, le gars est déjà passé, hein. Le gars est passé, hein. Oui. Donc, c'est très complexe. C'est une décision, à mon sens, telle que j'ai vu cette affaire de programme scolaire, qui doit être prise par le président de la République. Bon, mais quand vous avez un président de la République qui est beaucoup plus Mozart que le Mvetorian, il y a problème. Vous voyez, il y a problème. Je dois vous rappeler une chose. Est-ce que vous savez que depuis 1960, l'État Cameroun n'a pas encore construit une seule bibliothèque, un seul centre culturel? Vous voyez? Les bibliothèques que les Français nous avaient laissées dans les lycées, au lycée Leclerc, il y avait une bibliothèque. Au lycée Josse, il y avait une bibliothèque. C'est où? Vous voyez? La culture n'est pas dans l'esprit des dirigeants. Le seul qui soit intéressé par la culture, c'était Senghor. Et j'ai eu une merveilleuse surprise. C'est que le type de Obiangema là, mais si vous savez comment le type là a investi sur la culture, lorsque vous entrez dans la bibliothèque de Bata, mes frères, tu fermes seul ta bouche. Quand je suis entré à la bibliothèque de Malabo, c'est le centre Beaubourg en miniature. Je vous dis, mes frères, quand je suis entré à la bibliothèque de Malabo, c'était l'an dernier, j'ai regardé comme ça. Il dit que peut-être que Obiangema a conçu sa Bata. C'est quoi le centre culturel français? C'est quoi? Mais c'est digne des bibliothèques ici en Europe. Où sont-elles au Cameroun? Où sont-elles au Congo? Où sont-elles à Bangui et tout? Vous voyez? Donc, on va introduire les programmes. Je me permets de dire une chose qui va peut-être blesser les oreilles des gens. Quand un homme de culture va accéder au pouvoir au Cameroun, oui. Tant que ce sont les gens, les Mozart, il y aura... Non. Voilà le fond du problème. Comment vous pouvez admettre qu'il y ait, comment on appelle ça, Moumié Félix à Conakry, et il n'y a pas au Cameroun un lycée Mbida. Ouais. Même les sons Mbida, même à Fumban, qui n'y est même pas un lycée, comment là, Moumié. J'ai fait un travail, une proposition de près de 40 pages. J'ai recensé les noms de beaucoup de dignitaires, héros camerounais, des gens qui ont marqué l'histoire, et même d'anciens, pas forcément des gens, des gens comme les Samba et autres, même des ministres et autres qui ont été des gens comme les Marie Gomboa, vous voyez des gens comme ça. J'ai adressé au moins 20 copies au palais, au ministère de l'information, de l'éducation nationale. Je sais que la plupart sont arrivés. C'est où? Que non. Au moins, donner, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi ne pas... Ça veut dire quoi, aéroport Simalem? Si on dit aéroport Charlatan, ça va faire quoi? Si on dit aéroport Sopo Priso, ça va faire quoi? Hôpital général Bisogo, va faire quoi? Non. Voilà l'esprit du Cameroun. Voilà